Ce vieux pétrolier arraisonné au large de Saint-Nazaire a-t-il servi de lanceur de drones pour le compte de la Russie? Il y a une semaine, il se trouvait près des côtes du Danemark au moment où des aéroports danois étaient visés par des vols suspects de drones. La multiplication de ce type d'intrusion en Europe, pour la plupart attribuée à la Russie, était au cœur du sommet européen qui s'est tenu à Copenhague. Il s'agit d'une guerre hybride. Un jour, c'est la Pologne, l'autre le Danemark, et la semaine prochaine, ce sera probablement ailleurs. Un seul pays est prêt à nous menacer, c'est la Russie. Et nous avons besoin d'une réponse très ferme. Les 27 comptent renforcer leur défense, notamment en finançant un mur anti-drone. Pour Emmanuel Macron, pas question de transiger. It's very important to have a clear message. Drones which would violate our territories are just taking a big risk. They can be destroyed. Full stop. Mais les pays membres de l'OTAN iraient-ils jusqu'à abattre des avions de chasse russes en cas de nouvelle intrusion, comme le 19 septembre, dans l'espace aérien de l'Estonie? Rien n'est exclu, assurait hier Emmanuel Macron dans la presse allemande. À Copenhague, l'attitude adoptée face à la Russie a donné lieu à un clash ces dernières heures entre le Polonais Donald Tusk et le Hongrois Viktor Orban, l'ami européen de Vladimir Poutine. Quelle est la principale menace pour l'Europe? Le vrai danger, la stagnation économique et la perte de compétitivité. Et pas la Russie? Viktor Orban croit qu'il n'y a pas de guerre. Moi, je pense qu'il y en a une. Alors les incursions russes en Europe représentent-elles des actes d'intimidation ou s'apparentent-elles à des actes de guerre? Comment y répondre sans risquer l'escalade? Nos trois invités pour ce débat, Général Michel Yakovlev, bonsoir. Général de corps d'armée, vous êtes ancien haut gradé à l'OTAN. Selon vous, il y a clairement une augmentation des incursions russes ces dernières semaines, même si Moscou fait en sorte que l'on ne puisse pas leur en attribuer la responsabilité. À côté de vous, Guillaume Lagan, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de défense, bonsoir. Dernier essai géopolitique de l'Europe aux presses universitaires de France. Selon vous, les incursions russes témoignent plus d'une logique d'intimidation que d'un véritable acte de guerre. Ne rien faire, c'est pousser la Russie à l'escalade parce que, comme elle ne verra pas nos positions à nous, les Européens, eh bien, elle se dira qu'elle peut aller plus loin. Et à côté de vous, Élise Vincent, bonsoir, journaliste au Monde, en charge des questions de défense. Vous avez co-signé la semaine dernière, je crois que c'était le 24 septembre, l'interview du chef des forces alliées de l'OTAN, disponible sur le site internet du quotidien Le Monde. Et selon vous, les Russes testent les pays de l'OTAN. La Russie n'a de toute façon pas les moyens d'envahir militairement l'Europe. Le but de ces incursions est de poursuivre le combat contre nos valeurs, les valeurs occidentales. Et on démarre le débat, Renaud, avec le nom du jour, le nom d'un des bateaux de la flotte fantôme. Boracay, et oui, ouais. Boracay, c'est le nom de ce navire que vous allez voir apparaître. Alors, c'est l'un des noms de ce navire, il y en a d'autres, Pouchba, c'est donc ce navire qui a été arraisonné par l'armée française au large de Saint-Nazaire, qui est soupçonné d'une part de convoyer du pétrole et donc de contourner l'embargo imposé à la Russie, et puis d'autre part, peut-être d'avoir servi de base de départ aux drones qui ont survolé le Danemark il y a quelques jours, et donc de faire partie, ce navire, de ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. Élise Vincent, qu'est-ce que c'est la flotte fantôme russe? Emmanuel Macron souhaiterait une réunion prochaine des chefs d'état-major des armées européennes, justement, qui se consacre précisément à ce sujet. En fait, la flotte fantôme, c'est des vrais bateaux, plutôt civils, plutôt des pétroliers, qui en fait servent à sortir le pétrole de Russie. Malgré les sanctions. Malgré les sanctions internationales, et qui, par tout un tas de manœuvres, malgré tout à exporter des quantités relativement importantes, qui contribuent dans des grosses proportions à l'effort de guerre russe, notamment en transbordant, par exemple, le pétrole sur des bateaux qui, eux, ne sont pas sous sanctions, dans la totale clandestinité en haute mer. Et donc, c'est tout un système qui, aujourd'hui, perturbe un peu l'équation. Donc ça relève de ces tentatives d'ingérence russe, justement, ou est-ce que c'est un autre mode d'action ? Alors, ce n'est pas de l'ingérence, c'est un espèce de système D, mais c'est un système qui est conséquent, qui plusieurs centaines de bateaux qui aujourd'hui sont connus avec les noms, enfin on connaît les pavillons, etc. Et qu'on essaye bon an mal an de contraindre dans leur circulation, mais c'est très compliqué parce que le droit de la mer, peut-être on en parlera, empêche de totalement bloquer la circulation de ces bateaux. Général Yakovlev, est-ce qu'ils peuvent aussi jouer un rôle justement dans ces vols de drones qui ont violé l'espace aérien de plusieurs pays européens ? C'est techniquement possible. Ça sera sûrement très dur à prouver parce qu'il y a peu de chances qu'ils aient... S'ils ont lancé des drones depuis ce bateau, je ne pense pas qu'ils ont gardé les cartons du livreur, vous voyez. Ils ont jeté aussi.
Maintenant, l'équipage aura vu quelque chose, donc ça fait aussi partie. Mais semble-t-il, pour les Danois, il y a eu 3 bateaux qui étaient, en gros, 3 bateaux de la flotte dite Fantôme, qui étaient idéalement placés. Ils étaient placés à portée pour l'action sur le Danemark et la Norvège, dont celui-là. Donc, ce que les Français font à ce bateau intéresse directement les Danois. Et ils font bien. Guillaume Lagarde, vous direz qu'il y a une intensification des provocations, entre guillemets, russes, avec de plus en plus de survols, d'incursions dans les espaces aériens des pays de l'Union européenne? Alors, je pense que... Semaine après semaine. En tout cas, l'affaire des drones sur la Pologne, sur la Roumanie, puis maintenant sur le Danemark, ça, on ne l'avait pas eu jusqu'ici. C'est quand même une nouveauté. Après, des incursions d'avions russes dans l'espace baltique, ça fait des années qu'il y en a, c'est très régulier. C'est toujours de telle manière qu'on ne sait jamais si c'est un accident provoqué ou une volonté délibérée de violer l'espace aérien de ces États. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a choisi, nous, de communiquer là-dessus. Hein, les États... Non, les Européens. Voilà, les Européens se saisissent aussi de cette occasion pour montrer à leurs opinions publiques qu'il y a quand même un problème avec la Russie et que celle-ci nous provoque. Mais je crois quand même que, de manière générale, il y a une intensification dans le sens, si vous voulez, du point de vue russe. Depuis 3 ans, la Baltique, c'est devenu une mer otanienne, avec l'entrée de l'OTAN, dans l'OTAN, de la Suède, de la Finlande. Vous n'avez plus que la petite enclave de Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Donc pour les Russes aussi, ils utilisent un peu leur méthode, c'est-à-dire de titiller. Donc comme l'a dit Élise tout à l'heure, il y a tout le trafic commercial qui passe par la Baltique. Et puis, il y a ces petits titillements militaires qui servent aussi à tester l'OTAN. Justement, Élise Vincent, c'est quoi le but de ces titillements militaires, comme le dit votre voisin, de ces manœuvres de déstabilisation? Est-ce qu'ils cherchent à tester les défenses européennes, à faire diversion, à semer une forme de désordre? Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a des manœuvres de déstabilisation qui semblent de nature totalement différente? J'ai évoqué aussi des manœuvres beaucoup plus grossières, de caractère antisémite ou raciste. On a vu des têtes de cochons déposées devant des mosquées, des étoiles taguées dans Paris sur, par exemple, le monument de la Shoah. Donc pourquoi est-ce qu'il y a aussi ces modes d'action-là? Quel est le... Alors je pense qu'il y a différentes catégories de choses. Si on prend les drones, pour l'instant, c'est plutôt parce que la Russie a augmenté la taille de ses salves de drones sur l'Ukraine et que quand on a atteint le seuil de plusieurs centaines de drones, il y a un moment où les défenses antiaériennes ukrainiennes, elles craquent. Et donc on en a quelques-uns qui passent de l'autre côté. En tout cas, pour la plupart d'entre eux, effectivement, récemment, on a fini par se dire que certains drones, quand même, n'arrivaient pas totalement par hasard dans le ciel otanien. Donc, il y a des enquêtes en cours. On verra si c'est vraiment prévu et ciblé. C'est pour les drones. Si on passe sur les avions de chasse, alors il y a un mélange, manifestement, de mauvaises habitudes russes qui est de ne pas mettre le transpondeur, de ne pas trop respecter les tracés de l'espace du ciel, etc. Et de jouer un petit peu comme ça au chat et la souris. Nous sommes vulnérables, c'est ça? C'est pour essayer de démontrer que les Occidentaux nous sommes vulnérables? Et ensuite, effectivement, il y a l'idée aussi qu'on va tester, montrer que la frontière, c'est pas si simple, et instaurer un petit rapport de force et voir jusqu'où tout ça peut aller, en sachant que de toute façon, si vous ne dites rien, eh bien effectivement, ça pose quand même question aux militaires et aux États qui cherchent à être souverains. Et si vous commencez à dire quelque chose, en tout cas si les Européens commencent à dénoncer, c'est une forme d'aveu de faiblesse de toute façon, donc ça les oblige à réagir. Et donc la question, c'est réagir jusqu'où? Et réagir comment? Alors justement, on va évoquer avec vous trois et avec Anna cette hypothèse lancée par l'Union européenne, construire un mur anti-drone pour prévenir ces attaques de drones, voire d'essaims de drones. Alors un mur anti-drone, ce n'est évidemment pas un mur physique, mais plutôt plusieurs systèmes de détection et de neutralisation qui sont suffisamment rapprochés les uns des autres et qu'il faudrait déployer sur une ligne de plus de 3000 km qui sépare la Russie des pays européens. Alors déjà, pour détecter ces drones, l'Union européenne devrait se doter de nombreux capteurs terrestres, satellites et de radars. Ensuite, une fois les drones détectés, si tant est que ça fonctionne, il faut ensuite pouvoir les intercepter avec l'aide des drones anti-drones. Tout l'enjeu étant de faire en sorte que le coût du drone intercepteur soit moins élevé que celui qui l'abat. Et donc l'Union européenne est très intéressée par ces drones ukrainiens, très abordables, autour de 4 200 €, qui ont montré leur efficacité sur le front. Et parmi les autres options de neutralisation, il y a les brouilleurs qui peuvent rendre aveugle le drone ennemi, on le voit ici, des rapaces formés pour attaquer des drones aux abords des aéroports, plus insolites, et des lasers capables d'éliminer un drone à distance. Reste ensuite quand même le problème de récupération des objets détruits, des drones abattus. Les débris, on le sait, peuvent être dangereux pour les populations alentours. Et certains drones existent déjà, ils sont équipés de filets, et ils sont capables de récupérer ces objets
détruit, mais vous l'avez compris, donc ce mur anti-drone, c'est un petit peu de tout ça mélangé, un mélange de tous ces systèmes pour un coût estimatif de plusieurs milliards, voire centaines de milliards d'euros. Général Yakovlev, est-ce que vous trouvez ça crédible comme option de pouvoir créer un mur aussi complètement étanche face à la menace russe? Non, un mur, non. Déjà, on n'a pas les moyens. Parce qu'en plus, il y a des canons de 20 mm, de 30 mm pour flinguer les drones un peu plus gros, comme ceux qui font la plupart des attaques, le Shahed. C'est très efficace, mais ça a une portée de 1500 à 2000 mètres. Donc, il faut une densité démente. Voilà. Il faut des opérateurs. Il faut des opérateurs H24, sachant que les Russes choisissent le moment de l'attaque. Donc, eux, ils se reposent le reste du temps. Vous voyez. Et donc, la notion de mur, moi, j'aime pas l'emploi du mot mur parce que ça donne une illusion de sécurité. Défendre, protéger des points particuliers, oui, des aéroports, des bâtiments administratifs. Des aéroports ou tous les aéroports? Oui, enfin, vous allez choisir en fonction des moyens dont vous disposez, vous allez choisir combien d'aéroports et puis quelle densité par aéroport. Il y a, comme vous disiez, faut quand même qu'on gère ce qu'on appelle la conséquence de l'interception, c'est-à-dire le truc qui tombe, il tombe où? Oui. Et puis si vous tirez dessus avec des obus, les obus aussi, ils retombent. Oui, justement, Guillaume Lagan, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait absolument détruire ces drones. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose de faisable, réalisable? Je ne sais pas, j'ai jamais détruit de drone, moi, mais enfin, j'imagine qu'on peut le faire, bien sûr, avec les éléments là que le général a indiqués, avec des mitrailleuses. Même, je crois qu'on peut faire avec un fusil à pompe. Fusil à pompe, on peut faire. Donc oui, bien sûr qu'on peut détruire les drones. Mais je pense qu'en fait, la question qui est derrière, et c'est celle aussi du mur, c'est que finalement, les Russes nous créent des dilemmes stratégiques. C'est-à-dire que là, on est finalement tous en train de discuter pour savoir comment se protéger. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir le débat qui existe au sein des Européens, entre ceux qui, comme les Baltes, disent nous, on trouve que c'est pas mal l'idée d'un mur, parce qu'on est juste devant, donc ça nous servirait d'avoir ce mur-là. Oui, et puis les États, quand même, à l'ouest du continent, qui disent oh là là, tout ça va coûter quand même très cher, ça va prendre beaucoup du temps, ça sera pas complètement efficace. Donc est-ce que c'est la bonne solution? On est en plein dans le dilemme stratégique que les Russes ont provoqué. Ça veut dire qu'Elisabeth rappelait tout à l'heure que vous avez récemment interviewé le chef des forces armées de l'OTAN. Il y a une règle commune à l'OTAN? Il y a des règles communes justement sur l'engagement, comment répliquer ou pas? Justement, ça fait partie du sujet. C'est-à-dire que ce soit sur les drones, c'est peut-être un aspect un peu compliqué, mais surtout sur les avions de chasse, qui est un autre sujet. Là, c'est pas simple. A priori, jusqu'à présent, il y avait effectivement une forme de règle commune où on décidait que les avions de chasse russes qui allaient trop loin côté occidental, on les interceptait, on les escortait pour dire de rentrer chez eux tranquillement. Là, le général Grinkiewicz a un peu haussé le ton. Emmanuel Macron a un peu embrayé derrière en disant non, maintenant, il faudrait que potentiellement on puisse ne pas être trop gentil et aller jusqu'à abattre un avion de chasse. Ça ne veut pas dire que ça se fera, mais en tout cas, dans le verbe, dans la façon de se poser, on dit que maintenant la possibilité est ouverte et on crée une ambiguïté stratégique, comme on dit. L'idée n'est pas d'aller jusque-là, mais de moins laisser de certitude à l'adversaire. Attendez, on va regarder une archive avant que vous réagissiez, une archive qui nous ramène en novembre 2015, précisément jour, vous vous en souvenez bien sûr, où les Turcs ont abattu un avion de chasse russe. Abattu en plein vol, l'avion russe s'écrase dans le nord de la Syrie. Ce Sukhoi 24 rentrait vers sa base de Latakia en Syrie après avoir bombardé des positions rebelles dans l'ouest du pays. Il aurait alors survolé pendant quelques secondes la Turquie sur 6 km. Le commandement affirme avoir tenté de prévenir les pilotes russes une dizaine de fois, sans réponse. 2 F-16 turcs en patrouille dans le secteur ont alors tiré un missile. Vladimir Poutine a immédiatement exprimé sa colère, expliquant que les Turcs ne devaient pas se tromper d'ennemis. En aucun cas, nos pilotes ne menaçaient la République de Turquie. Cette attaque, c'est un coup de poignard dans le dos, une attaque contre nos avions qui combattent le terrorisme. Ankara a convoqué en urgence une réunion extraordinaire de l'OTAN. L'organisation appelle ce soir au calme et à la désescalade. Guillaume Lagan, on ne sait pas donc si ça peut se produire à l'avenir, comme le disait Lise Vincent à l'instant, mais en tout cas, ça s'est produit. Un avion russe abattu, en 2015, en l'occurrence par les Turcs. Est-ce qu'il y a eu des conséquences à l'époque? Il n'y a pas eu de conséquences? Si, en fait, alors là, juste pour revenir sur ce que disait M. Poutine,
c'était un message très politique qu'il envoyait à la Turquie, parce que rappelez-vous, on était en pleine guerre civile en Syrie. Monsieur Poutine venait d'intervenir aux côtés du régime à l'époque de Bachar el-Assad, qui est depuis tombé, et les Turcs, eux, soutenaient l'opposition syrienne. Donc en fait, derrière cet affrontement, il y avait une rivalité de puissance. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre entre la Turquie et la Russie, il n'y a pas eu de guerre atomique, il n'y a pas eu de guerre généralisée. Il n'y a pas eu de guerre mondiale. Mais quand même, quelques semaines ou quelques mois plus tard, les Russes ont frappé des troupes turques qui étaient déployées sur le sol syrien et ont tué plusieurs dizaines de soldats turcs. Donc il y a quand même eu une mesure de rétorsion. Vous pensez, général Yakovlev, que 10 ans plus tard, les circonstances ont complètement changé et que la réaction russe serait tout à fait différente? Oui, les circonstances là étaient très particulières et Poutine s'est vengé vis-à-vis d'Erdogan. Il lui a mis une grosse pression et à l'arrivée, voilà. Maintenant, dans le contexte actuel, vous disiez abattre les drones, on peut abattre des drones. Alors, c'est une question technique et opérationnelle, pas une question juridique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc sans pilote qui se promène dans mon espace aérien. Si je veux le descendre, je le descends. Les pilotes, enfin les avions pilotés, ça doit être proportionnel à l'agression. Et là, les Russes en jouent très bien. Quand ils ont léché la frontière aérienne... c'est une erreur de navigation, vous voyez, pendant 12 miles. Donc, et avec des avions qui n'étaient pas armés en attaque. Ils avaient des missiles RR de courte portée. Mais donc abattre un avion russe, c'est une déclaration de guerre? Ce n'est pas une déclaration de guerre. Mais si cet avion est en pénétration sur Tallinn ou Vilnius, avec des bombes en dessous et qui refuse de faire demi-tour, vous pouvez l'abattre. Et ça ne sera pas un acte de guerre. Il y a une agression et vous raisonnez contre l'agression. Après, à voir. Alors, guerre, justement, le mot n'est pas employé, notamment pas employé par Emmanuel Macron, qui parle plutôt de confrontation avec la Russie. Nous sommes en situation de confrontation, dit-il. On se souvient aussi que l'été dernier, le général Thierry Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées françaises, avait déclaré que la Russie avait choisi la France comme principal adversaire en Europe. Non, répond la Russie, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui récuse toute intention belliqueuse de la part de Moscou. Все чаще звучат угрозы применения силы против России, которая обвиняет в том, что она чуть ли не планирует напасть на Североатлантический альянс и Евросоюз. Президент Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений, однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. Alors, Élise Vincent, que veut dire Sergueï Lavrov lorsqu'il parle de réponse décisive de la Russie? Comment interpréter ces propos, si jamais donc la Russie se considérait comme agressée? C'est toujours compliqué parce qu'effectivement, il y a un langage, une phraséologie sur la riposte, les mesures de dissuasion de chaque pays. Ça peut être tout, ça peut être des actions hybrides, clandestines, qui se voient peu ou qui seront vues seulement des militaires. Ça peut être des actions dans le domaine conventionnel. Alors, est-ce que ça sera dans l'espace aérien ou est-ce que ça sera ailleurs? Tout est possible en réalité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut utiliser les mêmes moyens que les Russes, c'est-à-dire se rapprocher de leurs frontières avec nos avions, les mêmes méthodes? Ce qui est vrai, c'est que, juste pour revenir sur le débat qu'on avait tout à l'heure sur est-ce qu'on pourrait abattre ou pas, c'est vrai qu'il y a l'OTAN, mais en fait, à la fin, dans le droit international, la défense du territoire, c'est le ressort de l'État. C'est lui qui décide, c'est souverain. Donc, par exemple, je pense que quand les Turcs ont abattu l'avion russe, ils n'avaient pas auparavant demandé à l'OTAN l'autorisation. Donc en fait, tout est imaginable. On est dans le cadre de la légitime défense, comme le disait le général tout à l'heure. À partir du moment où on se sent menacé, on a le droit de répliquer. Mais là, ce que dit le droit international, c'est que normalement, les mesures de représailles armées, elles doivent être quand même calibrées, c'est-à-dire qu'elles doivent viser l'État qui a attaqué. Elles doivent être aussi proportionnées. Donc normalement, si on abat un avion russe, logiquement, la mesure de rétorsion classique, ça serait qu'ils abattent aussi un avion occidental, dans la mesure où celui-ci serait... dans leur espace aérien. Voilà, il y a une notion d'équilibre. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire pour énerver les Russes. Alors déjà, on les énerve en mer Noire, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que nous aussi, en mer Noire, on vole, on n'allume pas toujours les transpondeurs. Et, ça veut dire qu'on fait la même chose, en fait. Un petit peu. Les transpondeurs, c'est ce qui permet de... Oui, ça permet à un radar d'interroger, de savoir qui vous êtes, où vous allez, etc. Donc les avions civils l'ont et les avions militaires... Bon, à l'OTAN, très franchement, il y a des moments où on l'a pas, on le met pas. Donc, si j'ose dire, on est un peu de jeu. Là, les Russes sont très agressifs pour la raison que vous évoquiez tout à l'heure, au sens, c'est un peu la mer fermée.
Donc il faudrait, face à une agression caractérisée, on réagit de façon caractérisée. Mais aujourd'hui même, justement, il y a quelques heures, Vladimir Poutine est sorti de son silence pour la première fois. Il a réagi à ce climat. Il observe ce qu'il appelle la militarisation de l'Europe et il dit que Moscou promettrait une menace, en tout cas une riposte. Comment faut-il prendre ces propos du maître du Kremlin, Guillaume Lagarde? Là, je pense qu'on est dans un discours qui est assez ancien chez M. Poutine, et d'ailleurs, de manière générale, chez les Russes. Là, je trouve que c'est vraiment les échos de la guerre froide qui reviennent. Vous savez, pendant la guerre froide, la Russie disait qu'elle était à la tête du camp de la paix contre le camp de l'impérialisme et de la guerre. Donc, en fait, la propagande russe, le langage officiel russe, a toujours été de nier une quelconque agressivité que ce soit, et de toujours dire qu'ils étaient dans une posture défensive, qu'ils cherchaient la paix. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas reconnu en tant que tel la guerre en Ukraine. C'est une opération militaire spéciale qui a été de nazification et qui a été une réponse en fait à l'agression que la Russie subissait. Élise Vincent, est-ce qu'une réponse à ces tentatives de déstabilisation, voire plus de la Russie, c'est pas ce qui s'est passé dimanche en Moldavie avec les élections législatives et l'arrivée, le triomphe du parti pro-Europe? Est-ce que ça n'est pas un camouflet pour les Russes qui tentent effectivement de s'en prendre à nos valeurs? En tout cas, oui, c'est une réponse de la part de l'opinion publique, des citoyens, des ressortissants européens, et c'est une autre façon de répondre, de dire peut-être on n'a pas peur, on continue. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, puisqu'on voit qu'on a quand même un certain nombre de partis souverainistes, russophiles, voire d'extrême droite, pour les qualifier directement, qui grimpent et qui surfent sur cette peur de la guerre. Je pense qu'effectivement, la peur de la guerre, la war fatigue, comme on l'appelle des fois en anglais, c'est quelque chose qui risque de monter et qui menace en partie nos démocraties. Et est-ce que c'est pas aussi une façon, Gérald Yakovlev, pour les Russes, ces incursions répétées, ces provocations, de faire un peu diversion, justement de masquer certains échecs. L'échec électoral en Moldavie, on en parlait à l'instant, ou l'échec sur le front ukrainien. Et est-ce que nous-mêmes, on n'est pas un peu piégés parce qu'on donne de l'écho à ces manœuvres russes et peut-être on rend les Russes plus puissants qu'ils ne sont en fait? Je suis d'accord avec vous, oui. Ça ne se passe pas bien pour l'armée de Poutine en Ukraine. Ça ne se passe pas bien. Donc il arrive à rien, il perd beaucoup de gens, bref. Donc là, il fait de l'esbrouf et pour que nous, on s'occupe, on soit occupé ailleurs. Ça marche. Et ça marche. Et ça marche trop bien. En réalité, si on adoptait une attitude de pas s'énerver pour ça, vous voyez. Ce sont des titillements, comme dirait Guillaume Lagarde. Ou alors on ferait du contre-titillement à la chinoise. C'est-à-dire que les Chinois font des attaques simulées contre Taïwan. Plusieurs fois par semaine dans certains cas. Il y a des pics. Et donc, il y a 30 ou 40 avions qui se précipitent vers Taïwan et qui, au dernier moment, font demi-tour. Alors, à chaque fois, les Taïwanais, ils décollent, ils sont comme ça. C'est aujourd'hui que ça commence. Et après, les Chinois rentrent en disant, il ne s'est rien passé. Non, on était dans l'espace aérien international. Donc, si on faisait ce genre de guili-guili autour de Kaliningrad... on nage en plein délire, pardonnez-moi. Non, mais là je prends un ton primzotier. Il y a une vérité fondamentale, c'est que si on veut vraiment énerver les Russes, on saurait le faire. Très bien. Vous corroborez? Je pense que oui, on pourrait tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je voulais juste rajouter un autre espace où la Russie est un peu en repli, c'est le Caucase. Vous savez qu'aujourd'hui, on considère qu'il est tellement focalisé sur cette guerre en Ukraine que partout ailleurs dans le reste de l'Empire, ils sont en recul. Très bien. merci d'avoir participé à notre débat et de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se joue au-delà de ces incursions de drones dans l'espace aérien européen.